ce qui est intéressant avec Playtime, c'est que donc, l'écriture commence en 63, je crois, et le film sort en décembre 67. C'est presque une petite décennie, on va dire, mais où justement l'architecture moderne internationale a beaucoup changé de statut entre 63, au moment où elle est assez glorifiée, même jusqu'à la standardisation, et puis 67, c'est quand même l'époque où commencent à émerger des gens comme Dan Graham, qui est présent dans l'exposition, mais aussi d'autres artistes qui commencent à critiquer très très sévèrement cette architecture. Est-ce que Tati, justement, après la sortie de Playtime, était en contact avec de jeunes artistes ou de jeunes architectes qui étaient allés justement dans ce mouvement critique et analytique de l'architecture? Quel était le contact de Tati avec cette jeune pensée créative? Non, moi je pense pas. Il faut pas voir dans Tati un intellectuel qui prend parti, etc. C'est quelqu'un qui est imprégné et qui regarde la modernité se faire et qui se dit, après tout, cette modernité, ça va être le moyen de regarder les comportements humains. Voilà, c'est une référence. Mais évidemment qu'il est l'homme de son époque, donc il est tout plein de l'architecture, mais déjà l'architecture des années 30, 40, au fond, de cette modernité-là. Et avec Lagrange, son complice, ils imaginent des espaces, la Villa Arpels, etc., et Tativille aussi. Ils regardent, c'est plutôt du côté de la globalisation qu'il imagine. Mais il y a aussi le lyrisme de l'aéroport. Jérôme faisait allusion à Orly. Je pense qu'il y a les deux chez Tati. Il y a tout le temps, évidemment, un regard critique, un regard touché par ce qui fuit, mais il y a aussi un amusement immense à regarder les comportements humains face à cette bascule. Donc c'est une façon assez intéressante vraiment de travailler sur comment fonctionne la pensée en art, là, pour le coup presque d'un point de vue théorique, mais je dis ça d'un point de vue théorique parce que chez Tati ça l'est pas du tout. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense par la sensation, voilà, et qui du coup ne théorise pas du tout, n'est pas du tout dans un dialogue avec les grands intellectuels et les grands artistes de son temps. Son œuvre dialogue avec eux, mais pas lui du tout physiquement. Voilà. Il est allé rencontrer les architectes de la Défense. Voilà. On le sait, on a des traces. Donc il avait vu émerger dans ce quartier de Paris les premières tours, et il s'était dit, est-ce que c'est ça qui va progressivement contaminer la ville à l'image de ce qui existe déjà aux États-Unis ou ailleurs? Et dans l'exposition, il y a un extrait d'un entretien où il explique qu'il a préparé Playtime en allant en Suède, en Allemagne, aux États-Unis, et qu'ensuite il a demandé à son architecte de faire le Paris le plus beau qui soit. Voilà. C'est-à-dire que la commande, c'est la beauté, quoi. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit à l'époque, au moment de la sortie, où on a vu la dimension satirique sans voir l'effort plastique magnifique. Donc aujourd'hui, on peut dire c'est formidable, Tati, ça dialogue avec tous les grands créateurs de son temps. Et effectivement, ça a à voir avec le travail de la transparence chez Dan Graham. Et c'est formidable quand on lit Surveiller, Punir. Il y a des pages qui parlent du cinéma de Tati. Mais bien sûr que c'est un hasard historique, enfin, voilà, né d'une conjoncture et d'une distance critique. L'un du côté du philosophe, l'autre du côté du créateur, quoi. Mais pas du tout exprimé dans les mêmes mots et sûrement pas sur le mode du dialogue intellectuel par courrier interposé, quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne vraiment en acte et d'abord dans un rapport à la sensation et à la conscience d'une possible dérive déshumanisante de cette architecture moderne. Et du coup, vous avez fonctionné sur le même principe analogique pour inclure des artistes comme Jean Tinguely ou des artistes contemporains ou Pierrick Saurin. Ça a été ce même principe analogique et sensible bien et sûr, presque affectif. Le mot analogique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'analogie, il y a une part d'intuition. Évidemment qu'il y a de la pensée, mais il y a d'abord de l'intuition. Alors il y a deux choses. Il y a les artistes qui sont les contemporains de Tati. Voilà, donc il y a Tinguely, il y a Andy Warhol, il y a évidemment ses collaborateurs. Il y a César, inévitable, parce que c'est un peu... Tous les deux sont dans mythologie de Barthes, c'est-à-dire qu'ils font l'éloge de l'automobile et dans les compressions et dans le trafic. Il y a cette folie, comme chez Cronenberg, comme chez Godard, cette folie automobile et la beauté plastique de cette folie-là. Et puis il y a les expansions plastiques, comme dans l'usine Plastac de mon oncle. Donc César s'est imposé à nous. C'était évident, d'abord parce que c'est beau, d'abord parce que ça fait extrêmement plaisir au regard, et puis parce que ça fait un écho à la tôle de trafic. Et puis, on a vraiment pour cette exposition, et ça c'est vraiment aussi une demande de la Cinémathèque, ce dialogue-là avec les artistes contemporains, à laquelle on a répondu avec beaucoup de plaisir et d'intensité. Alors on a demandé à Pierrick Saurin, bien sûr, parce qu'il a l'extrême fantaisie
d'un hulot. Donc il a dessiné un petit théâtre optique avec un pick-up et lui-même dansant dans le costume de hulot. Et c'est quelque chose qui parle à la fois du cinéma, des débuts et des deux bouts du cinéma, celui de demain et celui d'hier. Et puis il y a Guillaume Cassard qui, lui, au contraire, est vraiment un artiste du papier, du carton, et il laisse entendre et voir Tati sous toutes les formes de typographie, d'impression, d'imprimerie de cette époque-là. Et puis il y a Castronovo et Secondini qui sont deux jeunes plasticiens qui font des natures mortes, des still life paintings à partir de mon oncle. Donc, ils ont évacué, aspiré toute vie de mon oncle. Et voilà, entre autres, trois de ces artistes. Et c'est effectivement un compagnonnage, j'allais dire, tactile. Tous ces gens-là se répondent au-delà du temps. Et puis, dans l'idée de transmission, il y a aussi de futurs jeunes artistes, puisque pour la scénographie, je travaille avec des écoles d'art, 2 à Paris et 1 à Monaco. Et j'ai vu aussi s'emparer de très jeunes gens. Et ils ont fabriqué... On a beaucoup parlé de Tati, on a beaucoup travaillé sur le graphisme. Ils ont fabriqué des papiers peints, toutes formes d'objets qui ponctuent l'exposition. Et il y a ce frémissement-là qui est intéressant. Évidemment, des artistes confirmés, mais aussi des plus jeunes, de ceux qui demain vont créer des choses. Est-ce que c'est ce même principe analogique qui a régi le travail de la pièce Salle des Fêtes? Est-ce que vous avez fonctionné de cette manière-là, Jérôme Deschamps et Macha Makiev, pour écrire cette pièce qui est rejouée, parce que c'est une création qui avait déjà été jouée avant d'être jouée au Théâtre de Chaillot, c'est ça. Donc est-ce que vous avez procédé de cette manière-là, analogique par rapport à cette référence qu'est Tati? Comment vous avez travaillé? Si Tati est présent, c'est parce que c'est un maître et que forcément, même quand on est jeune et on pense qu'on va réinventer le théâtre, vous savez, on est d'une folie totale. Et bien sûr que l'on est... Quelque chose nous a été transmis, qu'on ne décèle pas forcément. Et si sur le fond nous appartient, sur la forme, on vérifie des choses que d'autres ont déjà inventées et vérifiées. Et voilà, parmi nos maîtres, je pense qu'il y a Vitesse qui nous a beaucoup inspiré, beaucoup appris. Tati, évidemment. Mais comment dire, c'est des vérifications. Ça travaille avec l'inconscient, ça travaille avec un compagnonnage, ça travaille aussi, bien sûr, avec une imprégnation. Mais là, pour le coup, quand on est devant la page blanche, on n'est pas référentiel. On est beaucoup plus dans un désordre poétique. Et après, les choses se mettent en place.